Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être là avec nous, de participer à ce sommet. Mais merci de m'inviter, c'est toujours très agréable de défendre ces thèses. Oui. Vous êtes donc directeur de recherche au CNRS. Émérite. Émérite, ça veut dire retraité. Oui, c'est ça. Merci. Et vous avez donc 2 thèses d'État, une en biologie. Voilà, j'ai une double formation de biologiste et de philosophe dont je suis assez fier. Oui, c'est clair, de mélanger ces deux aspects absolument. ensemble, c'est quand même assez rare et assez précieux. Il y en a d'autres, mais je suis assez content de ça. C'est génial. Alors soyez honnête, j'ai fait de la philosophie, de la biologie. Ouais. Il ne faut pas me demander trop de philosophie transcendantale. Ok, génial. Et donc vous avez publié surtout beaucoup de livres sur les animaux et sur le cerveau. Tout à fait. Le fonctionnement du cerveau. J'étais comme profession en biologie, j'étais neurobiologiste, neuropharmacologue, donc j'ai publié pas mal sur le cerveau. Ouais. Et puis on en reparlera certainement. Je m'intéresse beaucoup aux animaux depuis toujours. Et donc j'ai beaucoup écrit sur les animaux. Et maintenant que je suis à la retraite, je me suis un peu spécialisé dans le comportement animal, l'intelligence animale, les émotions animales, etc. Génial. Eh bien, c'est exactement de ça dont on va du coup discuter aujourd'hui. Et vous avez d'ailleurs écrit un livre qui est ici. C'est le dernier. Le dernier livre qui est Sauver l'homme donc par l'animal. Et donc il nous explique, avec plein d'espoir, on va dire, dedans, comment est-ce qu'on pourrait rendre l'homme plus humain en le faisant retrouver ses émotions animales qu'il a en lui. Il y a des gens très empathiques chez l'homme, il y a des saints, mais il n'y a pas que des saints. Ouais. Et donc l'idée, c'est que l'homme a en lui, comme les autres animaux, des émotions, de l'empathie, de l'altruisme, et qu'il faudrait qu'il développe ça, qu'il retrouve un petit peu cette empathie qui existe chez l'animal et chez lui aussi. Voilà la thèse que je défends. Génial. On se reconnecter un peu à l'animal que nous sommes. Voilà, nous reconnecter à l'animal que nous sommes, exactement. Ok, génial. Merci beaucoup. Et donc ce livre est juste là aux éditions Odile Jacob. Et voilà. Donc on en reparlera un petit peu parce que c'est quand même le sujet principal de ce moment qu'on va passer ensemble. Donc du coup, vous êtes intéressé aux animaux. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est qu'est-ce qui fait que vous êtes intéressé beaucoup aux animaux? Et est-ce que vous avez ce lien avec les animaux finalement depuis toujours? Oui, on peut dire ça comme ça. Ouais. Alors oui, je m'intéresse aux animaux depuis toujours. Depuis que je suis très jeune, très petit. J'ai retrouvé ça chez ma fille aînée. Ouais. Ma fille aînée, quand elle est toute petite, elle devait avoir 2 ans, est passée à la télévision un dragon bavant et menaçant. Et je me souviens que ma petite fille s'est précipitée vers lui avec un mouvement de sympathie. Donc je pense qu'il y a des gens qui sont particulièrement attirés par les animaux. Moi, quand j'étais enfant, dans la ferme de mes grands-parents, je connaissais tous les chats, tous les chiens, je sympathisais avec les vaches, les moutons, etc. etc. Donc je pense qu'il y a une attraction spontanée, empathique, déjà. À l'époque, d'ailleurs, je reconnaissais les animaux comme des personnes. Ça m'apparaissait comme des personnes différentes de ma famille, mais pas tellement différentes que ça. Avec un caractère, avec une etc., etc. Alors, quand on parle des animaux, là, je crois qu'il faut faire tous une réserve. On y reviendra peut-être dans l'ensemble du texte. Il s'agit d'animaux, disons, des vertébrés. Ok. Parce que les animaux, c'est très vaste. Ouais, et quand je dis que j'avais une appétence pour les animaux, c'est une appétence pour les chats, les chiens, etc., etc. Pas spécialement pour le ver de terre ou d'autres. Ouais. Donc ça, c'est un point qu'il faut insister, parce qu'on parle souvent des animaux, on va en parler tout à l'heure. Il faut bien distinguer quand même les animaux vertébrés ou autres, disons, qui ont un certain caractère différent, qui ont une personnalité chacun, et puis des animaux qui sont quand même beaucoup plus neutres que sont par exemple le ver de terre. Mais j'ai rien contre le ver de terre, mais c'est plus difficile de créer un lien, une relation avec un. Je pense que c'est impossible. Ouais. Effectivement, c'est impossible. Ouais. Voilà. D'ailleurs, il n'a pas lui les mécanismes sympathiques qu'ont les animaux plus évolués. Donc ça, c'est un point sur lequel on pourra revenir. Disons, pour vous répondre à votre question, depuis toujours, je suis intéressé par les animaux, mais pas seulement un intérêt empathique, aussi un intérêt intellectuel, scientifique. Et de fil en aiguille, j'ai fait de la biologie et ça m'a amené à la recherche scientifique. Donc, et dans les laboratoires et éventuellement à faire quelques misères aux animaux, parce que la vie dans un laboratoire n'est pas totalement neutre non plus pour les souris qu'on utilise. Mais de toujours et depuis le début, j'ai eu cet attrait empathique pour les animaux. Et quand j'étais jeune chercheur, je m'intéressais déjà à la question des droits de l'animal. À une époque, il y a 50 ans, où dans les labos, on s'en fichait un petit peu. L'animal était un objet de recherche, point. J'étais de ceux qui pensaient différemment, qui pensaient qu'il fallait déjà s'intéresser au respect de l'animal, et de fil en aiguille, je me suis regroupé avec un certain nombre de gens, comme Jean-Claude Nouel, qui était l'un des créateurs de la Ligue des droits de l'animal, qui est devenue la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences, donc je suis encore un militant actif, et qui s'intéresse beaucoup à cette question. Mais qui regroupe des intellectuels, des scientifiques, des artistes, etc., qui ont un point de vue relativement nuancé. Parce que dans ce domaine comme dans d'autres, il y a des extrémistes, nous avons un point de vue relativement nuancé. Et qu'est-ce qui a fait justement que durant les expérimentations, tout à coup vous êtes mis à vous intéresser aux droits justement des animaux? C'est pas tout d'un coup, depuis toujours je m'y suis intéressé.
avant même de pratiquer l'expérience, durant et après. Donc j'avais cet intérêt déjà dans le laboratoire. Donc c'est pas quelque chose qui est venu après, c'est quelque chose qui a été pendant tout le temps. Tout le temps présent. Ok, génial. Merci beaucoup. Je prie. Et dans votre livre, du coup, vous relevez aussi l'absence de morale. Donc on va commencer par parler un petit peu de la morale des humains et justement des animaux. Et vous relevez un peu l'absence justement de morale dans le rapport des humains avec les animaux. Comment est-ce que vous pourriez expliquer ça et comment est-ce qu'on pourrait... c'est quoi vraiment la morale en fait? Alors d'abord, de façon générale, la morale, c'est un ensemble de règles qui permet à une communauté de vivre harmonieusement. Ça vaut pour l'homme, ça vaut pour les animaux ou les familles animales. Dans une famille animale, il n'est pas tolérable que le petit attaque ses parents, par exemple. Donc la morale, c'est un ensemble de règles qui maintient en quelque sorte une harmonie dans un groupe. Oui. Formulé comme ça, il y a des morales chez les animaux, il y a des morales chez l'homme aussi. Ouais. Il y a même des choses communes. Je vous prends par un exemple très général. Nous avons horreur de la torture, mais ça nous choque beaucoup plus moralement de voir un enfant torturé qu'un adulte. Alors ça, c'est une vieille règle darwinienne, que toute espèce qui élève des petits a tendance d'abord à protéger ses petits. Donc il y a des bases naturelles de la morale qu'on va trouver chez les animaux et chez les hommes. Alors chez les animaux, ce ne sera pas tout à fait la même chose que chez les hommes tout de même, parce que l'homme a une spécificité, c'est son super cerveau, si j'ose dire, et donc l'homme, il intellectualise tout. Et donc, il va faire des morales discursives. Il va créer des règles morales, etc. Les animaux ont des morales pratiques. Par exemple, il y a un chercheur qui s'appelle Franz de Waal, qui a beaucoup étudié les comportements moraux chez les chimpanzés. Donc, il montre que les chimpanzés, toute une série de règles que nous interpréterions comme morales. Négociation, punition, récompense, pardon, intérêt pour les handicapés, etc. Mais, dit de Waal, bien sûr, il s'agit là de règles empiriques. Les chimpanzés ne vont pas écrire des traités de morale. Et d'ailleurs, de Waal a à ce propos une remarque assez humoristique. Il dit les chimpanzés ne sont pas des philosophes de la morale. Mais au fait, combien d'hommes le sont? Ouais, c'est clair. Et donc du coup, vous parliez aussi du fait que justement notre comportement vis-à-vis des animaux, parce que donc nous on a notre propre morale finalement entre nous, les animaux ont leur propre morale entre eux aussi. Dans chaque groupe, oui. Notre morale vis-à-vis des animaux. Alors le problème c'est que la morale, ça reste en général à l'intérieur d'un groupe. Il n'y a pas beaucoup d'exemples de morale, même d'empathie, à l'extérieur du groupe. Il y en a. Okay. Même chez les animaux, on a décrit une lionne qui avait adopté une gazelle, par exemple. On a décrit des jeunes bonobos qui essayaient de faire volter des oisillons tombés du nid. Il y a des cas comme ça. Mais en général, de façon écrasante, la morale s'applique dans le groupe. Alors l'homme, comme il est assez ouvert sur le reste du monde, il peut se poser la question, il est ouvert sur l'animalité, doit-il avoir une morale ailleurs que chez lui? C'est quelque chose d'assez récent. Même s'il y a quelques exemples, on entend des exemples dans l'Antiquité, chez Montaigne et chez d'autres, mais le fait que l'homme veuille se donner des contraintes morales vis-à-vis d'autres espèces que la sienne, c'est quand même pas quelque chose de très courant dans la morale. Les grands moralistes, eux, s'intéressent au rapport de l'homme à l'homme. Oui. Okay. Et donc moins de l'homme à l'animal. Beaucoup moins. La plupart des grands moralistes ne le mentionnent pas. Et donc du coup, en quoi est-ce qu'aujourd'hui l'homme agit de manière un peu supérieure, en se prenant un peu pour supérieur par rapport aux animaux? Alors c'est encore un autre problème. Qu'est-ce qui fait la supériorité? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire la supériorité? Sur le plan darwinien, aucune espèce n'est supérieure à l'autre sur le plan du vécu et de l'aptitude à la vie, puisque une huître est aussi adaptée à la vie que nous, hein, ou un platane. Donc il n'y a pas une supériorité. Alors maintenant, si on parle de supériorité intellectuelle, là on peut considérer que du fait de son puissant cerveau, l'homme a une certaine supériorité sur ce point particulier, qui se manifeste essentiellement sur le plan scientifique et technologique. C'est pas un hasard si l'être humain s'est appelé Homo sapiens, homme savant. C'est vrai qu'il fait sur le plan technologique des choses qu'aucune autre espèce ne fait. Il fabrique des ordinateurs, il fait des fusées, il envoie des satellites sur Mars. Sur le plan technologique, il est incontestable qu'il y a une supériorité humaine, sur le plan scientifique et technologique. Pas sur le plan moral. Ouais. Là, c'est beaucoup plus discutable. Donc du coup, la supériorité, finalement l'humain s'est un petit peu cru pendant un temps supérieur aux animaux, en lien avec justement cette supériorité scientifique. Alors comme il a une supériorité scientifique et technique, ça lui donne en général une supériorité de la force. Donc c'est la raison du plus fort. Et donc effectivement, il se permet des tas de choses parce qu'il a tous les droits, en quelque sorte. Il se donne tous les droits. Cette supériorité intellectuelle et scientifique a fait qu'il a dominé la planète et qu'il a écrasé l'environnement, l'animal, etc. Mais avec des conséquences maintenant, puisqu'on en revient, puisqu'on est aussi parti de l'environnement. C'est pas ça que. Ouais. Mais très longtemps, on a fait ça très longtemps, on considérait que l'homme était l'être à qui tout appartenait, l'être dominant. Et là, on se rend compte qu'on a été un petit peu. On a été un peu trop loin. Voilà. Un peu trop loin, c'est clair.
Et vous rappelez aussi justement dans votre livre des exemples de personnalités qui ont abusé de leur pouvoir, on en parlait, donc de leur pouvoir sur les autres êtres qui sont autour, donc sur les autres humains. Et pourquoi est-ce que justement cette histoire de pouvoir, elle prend un petit peu la tête des humains? Parce que je pense. Et est-ce qu'il y a ça chez les animaux aussi? Alors, d'abord, on peut dire que, un point sur lequel on verra peut-être, l'être humain est un être très plastique, très juvénile. On verra peut-être sur ce point. Et du fait, quand il a des pouvoirs, il tend à en abuser. Et ça, malheureusement, c'est un trait très général de l'espèce humaine. Okay. Toute personne qui est dotée d'un grand pouvoir a tendance, d'une façon ou d'une autre, à en abuser. Alors, les exemples que je cite, par exemple, ce sont les princes, au sens large, des siècles passés. Les rois, les princes, les papes, les empereurs, etc., ont presque tous abusé de leur pouvoir, et quand on regarde leur vie, ont commis des atrocités. Je ne sais pas s'il y a... Alors, je ne suis pas historien, mais en cherchant bien, je ne sais pas si on a un roi qui n'a pas à un moment ou un autre commis une atrocité. Okay. Le fait d'avoir le pouvoir fait qu'on tend à en abuser. C'est malheureusement une caractéristique de l'homme, et ça, je pense qu'il n'y a rien à y faire. Alors ça doit être tempéré par des régulations sociales, etc., qui font que, justement, une personne ne peut pas avoir tous les pouvoirs. Si on veut éviter ça, c'est ce qu'il faut arriver à faire. Et donc dans ce cas-là, l'empathie, finalement, presque elle est plus présente. Le pouvoir prend un peu le pas sur l'empathie. Alors, chez l'homme, du fait qu'il a eu cette capacité intellectuelle et technique, scientifique et technique, il a eu tendance à l'hyper-développer. Et encore de nos jours, nos sociétés tendent à favoriser de façon excessive cet aspect intellectuel au détriment de l'aspect émotionnel, moral, altruiste. Nos examens sont construits essentiellement sur des domaines intellectuels, les langues, les maths, disons. Oui. Même dans des domaines où on pourrait imaginer que l'altruisme est essentiel, la médecine. Un médecin, ça veut dire quelqu'un qui, a priori, devrait être altruiste. Eh bien, on continue à sélectionner nos médecins sur les mathématiques. Oui, ça va. Donc, si vous voulez, il y a cet abus qui fait que, dans nos sociétés, on ne valorise pas les traits d'altruisme, d'émotion, d'empathie. On dit, c'est très bien, un saint, on applaudit. Mais on n'encourage pas beaucoup ce genre de comportement, et on a des sociétés qui sont très, très égocentrées, et du coup, très dures quelquefois. Oui, c'est clair. Et donc, du coup, l'idée, ce serait peut-être de valoriser ça davantage auprès des enfants. Tout à fait. Alors, il n'y a que l'éducation qui peut faire ça. Ouais. Une de mes thèses, c'est qu'il faut arriver à valoriser davantage les aspects altruisme, émotionnels, moraux. Quand j'étais enfant, il y avait, je crois que ça revient un petit peu, une éducation civique et morale. Oui. Je suis de ceux qui pensent qu'il serait très souhaitable de la développer et d'y inclure des préceptes de respect de l'environnement, respect de l'animal, etc. Je pense que ça serait une bonne chose à faire. Ok, génial. Merci. Et est-ce que du coup, donc vous parlez un petit peu de la morale des animaux, est-ce que vous avez d'autres exemples justement de morale chez les animaux? Alors, il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites, mis à part les travaux de Deval. Et puis le fait que j'évoquais des choses très générales, comme le fait qu'un groupe qui élève ses petits tend à les protéger. Il y a des études actuellement, à Nanterre, il y a des chercheurs comme Dalila Beauvais qui cherchent des structures morales chez les perroquets, par exemple. C'est des travaux qui ne sont pas assez avancés, je crois, pour qu'on puisse en parler maintenant. Ok. Donc il y a des recherches. Il y a des recherches sur le sujet. Donc nous allons parler aussi un petit peu de l'intelligence animale, qui est aussi votre sujet. En quoi est-ce que justement le langage traduirait une supériorité de l'homme sur l'animal, comme l'être bête et l'être plus humain? Alors, oui, on revient à ce qu'on dit tout à l'heure, que ce qui a fait la supériorité de l'homme, une supériorité particulière, c'est le domaine, en quelque sorte, de l'intelligence abstraite, de la science, de la technologie. Et ça repose sur l'aptitude humaine à avoir des langages très compliqués. Il y a des langages animaux, oui, mais ils sont plus simples. On pourra y revenir tout à l'heure, si vous voulez. Ouais. Il y a des communications chez les animaux, quelquefois assez compliquées, mais il n'y a rien du niveau de complexité des langages humains. Et quand je dis les langages humains, ça comprend les langues, dans leur infinie modulation, complexité, articulation phonétique et sémantique, mais ça comprend aussi le langage mathématique, grâce auquel on peut simuler le monde. Il y a des embryons de pensée mathématique chez l'animal, mais c'est vraiment des ébauches. Seul l'homme a ce système de simulation qui lui permet de simuler le monde par les mathématiques. Et du coup, la science et du coup la technique. Donc, les langages, alors il y a aussi le langage musical, il y a d'autres langages, mais ceux qui nous intéressent ici, c'est les langages au sens des langues, et puis le langage mathématique. Et encore une fois, c'est ça qui a fait la supériorité intellectuelle, c'est-à-dire scientifique et technologique de l'espèce humaine. Voilà. Ce qui vaut pas dire que l'espèce humaine soit au-dessus de tout. Hein. J'ai bien spécifié qu'elle est supérieure sur ce point et uniquement sur ce point.
Yes. Et comment est-ce qu'on sait d'ailleurs que justement il n'y a pas ce type de langage développé, mathématique ou autre, chez les animaux? Alors d'abord, on ne sait pas tout parce que l'éthologie est en train d'avancer rapidement, mais on est loin de connaître tout. On sait, alors d'abord parce que l'animal n'a pas une langue compliquée avec un nombre d'expressions phonétiques aussi large que la nôtre. Même les dauphins, qu'on ne maîtrise pas d'ailleurs dans l'état actuel des choses, mais il est probable qu'ils ont probablement une forme de langage, mais vu le nombre des signaux acoustiques, c'est assez peu probable que ça atteigne la complexité du langage humain. Ce qu'on connaît des langages animaux, alors on connaît le langage des abeilles, c'est 3 mots. Une abeille qui trouve une source de nourriture, revient à la ruche, et elle fait une sorte de danse en 8 qui est comprise par les autres abeilles, et qui donne 3 mots, enfin 2 ou 3 mots, la distance de la source de nourriture par rapport à la ruche, la direction par rapport au soleil, et peut-être la quantité de nourriture. Donc c'est un langage réduit à sa plus simple expression. Pour les autres langages qu'on connaît, relativement bien, il y a des langages que l'homme a pu enseigner à des chimpanzés et à des gorilles. Et donc, ça c'est l'homme qui les enseigne. Il n'existe pas spontanément dans la nature. Mais on peut apprendre alors à des chimpanzés et gorilles des éléments de langage, soit ils n'ont pas les structures vocales qu'il faut, donc soit c'est un langage par geste, langage des sourds-muets, soit des figures géométriques arbitraires sur un écran d'ordinateur. Un carré rouge pour une pomme, un rond noir pour une banane, etc. Et grâce à ça, on arrive à faire dire des choses à ces chimpanzés, à ces gorilles. Ils apprennent jusqu'à 150 mots, alors c'est très loin encore des langues humaines, jusqu'à 150 mots, quelques règles de grammaire. Je donne quelques exemples. Un chimpanzé avait entendu, avait appris les mots le lait, entendre, écouter, et puis voiture. Et un jour est arrivé le laitier. Elle, c'est une chimpanzé, a dit « j'entends la voiture du lait, j'entends la voiture du laitier ». Une autre chimpanzé avait appris, elle était en cours d'apprentissage, elle avait appris les couleurs, les principales couleurs, et la pomme et la banane, mais pas l'orange. On a mis une orange sur la table, et il a dit « donne la pomme couleur orange ». Donc, vous voyez, c'est du niveau d'un enfant qui commence à apprendre, du niveau Minou, Mémé, Salon. Ça va pas très très loin, mais c'est très intéressant quand même. Je vous donne un dernier exemple un peu humoristique. Un chimpanzé avait appris le mot sale, ma cage est sale. Et un jour, il voulait aller se promener et son expérimentateur ne voulait pas l'emmener. Donc, il a affiché sale bonhomme. Il a transféré le mot en quelque sorte concret à quelque chose de plus abstrait. Alors, c'est très amusant, mais ça ne mène pas à des langages de type humain. Du niveau de complexité, ça n'a rien à voir. Oui, voilà. Ça reste à voir. Ok, génial. Et comment est-ce que justement aujourd'hui on réussit à mesurer l'intelligence de l'animal, et d'ailleurs qu'est-ce qu'on met? Alors on mesure pas l'intelligence. On mesure pas l'intelligence. On peut dire par l'ensemble des traits qu'on mesure qu'il est clair qu'un chimpanzé c'est plus intelligent qu'un escargot. Donc on mesure ça au nombre de comportements, d'adaptations que l'animal peut avoir. Plus il s'adapte à un environnement nouveau, plus on peut considérer qu'il est intelligent. On avait essayé de mesurer l'intelligence par le détour, c'est-à-dire plus on fait des tours compliqués, le tour le plus compliqué étant pour l'homme de passer par des nombres pour arriver à maîtriser la réalité. Donc plus le détour est compliqué, plus l'animal est intelligent. Donc par l'observation d'un certain nombre de comportements, on peut définir certains types d'intelligence et dire que certains animaux sont plus intelligents. Encore une fois, ça ne choque pas du tout qu'on vous dise qu'un éléphant c'est plus intelligent qu'un escargot. En revanche, comme c'est des intelligences de type différents, je suis incapable de vous dire si un éléphant est plus intelligent qu'un dauphin ou qu'un chimpanzé. C'est des types d'intelligence très différents, ils ne sont pas dans le même registre, ils n'ont pas les mêmes expressions, ils ne vivent pas dans le même environnement, donc c'est absolument impossible de comparer le niveau d'intelligence de ces animaux-là. C'est intéressant. Et par rapport à justement ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence émotionnelle, c'est encore autre chose. Est-ce qu'il y a un animal qui a une intelligence émotionnelle justement très développée? Ça c'est très difficile à dire. Je veux dire que tous les vertébrés, particulièrement les mammifères et les oiseaux, ont des aptitudes émotionnelles. Je suis dans l'incapacité de vous dire si un animal a une intelligence émotionnelle plus développée qu'un autre. Ils en ont Peut-être que, alors je me hisse à une hypothèse, peut-être que ceux qu'on a sélectionnés pour être gentils avec nous, les chats et les chiens, on les a probablement sélectionnés en partie aussi sur des bases émotives et émotionnelles. Je pense que, comme on les a sélectionnés pour être gentils, les loups méchants, on les a mis de côté. Et donc ces animaux-là sont probablement plus émotifs, plus émotionnels, voire plus altruistes, peut-être que les autres. Peut-être. Peut-être. Oui. Ils sont plus mignons aussi. On les considère comme Voilà, on peut dire ça comme ça. Je reviens sur l'aspect qu'on a vu, l'aspect juvénile que j'évoquais tout à l'heure. C'est une thèse qui a été développée par Bolk et par Desmond Morris et par quelques autres. Que l'homme est. Alors, il y a une thèse qui s'appelle la néothénie. La néothénie, en biologie, c'est le fait
pour un animal de se reproduire à l'état larvaire. Il y a certains batraciens, l'axolote par exemple, avant d'arriver à l'âge adulte, il peut se reproduire aussi comme tétard, sans passer par l'adulte. C'est ça qu'on appelle la néoténie. Alors pourquoi on en parle pour l'homme ? Parce que la thèse de Bolk, qui a été développée par d'autres, par Desmond Morris, etc., suggère qu'on a des traits de chimpanzés juvéniles, de primates juvéniles. On a une grosse tête, de gros yeux, pas de poils. Donc on a un look de fœtus de chimpanzé. Et donc la thèse va au-delà de l'aspect anatomique, en disant, mais non seulement ça, mais aussi on a un mode de fonctionnement très plastique, qui est un fonctionnement juvénile. Nous restons des juvéniles. Et alors, un des arguments de cela, c'est le fait qu'on joue beaucoup, qu'on peut apprendre, un homme peut jouer. Normalement, le jeu chez les mammifères, c'est quelque chose qui forme les capacités de l'adulte. On joue à se battre, à copuler, etc. Et puis une fois qu'on a fini de grandir, on ne joue plus. L'adulte, dans la majorité des cas, il ne joue plus. Eh bien, l'être humain, par rapport à d'autres mammifères, il joue tout le temps. Il peut continuer à jouer jusqu'à 90 ans, etc. Et chose amusante, on a adopté préférentiellement comme animaux de compagnie, on a dû essayer pas mal d'animaux, le chat et le chien, qui sont un peu des néoténiques comme nous, qui sont un peu des juvéniles. Alors, sur le plan physique, on peut montrer que les oreilles pendantes de certains chiens, c'est des traits de canidés bébés. Le ronronnement du chat est un trait de félin bébé. Et le chat et le chien, ils jouent jusqu'à la fin de leur vie, comme nous. Ce sont des juvéniles comme nous. C'est intéressant, et en plus, c'est ce qu'on attend d'eux. Oui, ce qu'on attend d'eux, bien sûr. On n'attend que d'eux de jouer avec nous. Tout à fait, oui. Génial, merci. Et est-ce que vous avez d'autres, justement, comportements que vous pourriez nous proposer, présenter, où on dit que les animaux sont intelligents, justement? Oui, il y en a des tas. Je vais vous prendre un exemple sur la pieuvre. Oui. Parce que ça, c'est aussi un phénomène intéressant. On avait longtemps pensé que les vertébrés, groupe très homogène, ils ont tous des vertèbres, un cerveau, etc., depuis les poissons jusqu'aux mammifères, groupe très homogène, seuls les vertébrés, des animaux vraiment intelligents. Puis les invertébrés, c'était... Voilà. Mais c'est pas vrai. On s'est aperçu récemment qu'un animal qui est un descendant de l'escargot, la pieuvre, est très intelligente, la pieuvre la sèche et ses cousins, et a des capacités intellectuelles assez comparables à certains vertébrés. Alors, je vous donne un exemple sur les preuves. D'abord, une pieuvre est capable de dévisser un bocal pour attraper un crabe qui est dedans. Elle est capable de faire un détour pour aller chercher quelque chose, une récompense alimentaire. Faire un détour quelquefois un peu compliqué. Et alors, un autre exemple que j'aimerais citer, en Indonésie, les hommes jettent des demi-noix de coco évidées qu'ils ont mangées dans la mer. Donc c'est un objet qui n'est pas spontanément naturel. Les pieuvres qui sont molles ont appris à utiliser ces objets, soit pour se protéger, parce qu'elles sont molles, en un espèce de bouclier, soit même mettre 2 coques de noix de coco l'une sur l'autre pour faire une cabine pour se reposer. Donc c'est assez extraordinaire de voir ces animaux, qui sont encore une fois des descendants des escargots, aussi intelligents. D'ailleurs, le groupe des mollusques est un groupe très varié. Sur le plan intellectuel, l'escargot a un statut un peu intermédiaire. Il y a cette pieuvre, les seiches, les calmars, qui sont très intelligents d'un côté, et puis de l'autre côté, vous avez l'huître ou la moule, qui, on le sait, ne brillent pas par leur capacité intellectuelle. Et vous aviez donné un autre exemple aussi de mésange. Alors, c'est pas moi qui l'ai donné, oui, non, il y a des tas d'exemples. Les mésanges, certaines mésanges anglaises ont appris, alors c'est des comportements acquis au contact de l'homme. En Angleterre, on livre le lait devant les portes. Et donc, il y a des mésanges qui ont appris à décapsuler le lait pour aller le consommer, à enlever les capsules. Et alors, c'est un comportement très intéressant parce qu'il s'est répandu par imitation entre les mésanges. Mais pratiquement, toutes les mésanges anglaises savent faire ça. Voilà, c'est des comportements acquis. Alors, je vous donne le dernier, si vous voulez, que je peux vous citer, de comportements culturels, ce qu'on appelle des traits culturels. C'est-à-dire des traits de comportement qui ne sont pas génétiques, qui sont acquis après, par imitation, par enseignement. Le premier qui a été décrit chez l'animal, ça a été décrit chez des macaques japonais, qui sont dans une presqu'île japonaise, où les chercheurs, pour les alimenter, leur jettent des patates douces à consommer. Et sur le sable. Donc il y a du sable, c'est pas très agréable à consommer. Et donc il y a une jeune femelle qui a eu l'idée, ils ont observé ces macaques, ils sont connus un par un. Il y a une jeune femelle qui a eu l'idée d'aller laver ses patates douces dans un cours d'eau à proximité pour les rendre beaucoup plus agréables à manger. Et ce comportement a été copié et adapté par toute la communauté et transmis ensuite aux jeunes. Donc voilà, c'est le premier trait culturel qui a été décrit chez les animaux. Il y en a eu beaucoup depuis. On parlait tout à l'heure des chimpanzés. La capacité qu'on a d'enseigner, l'homme a enseigné aux chimpanzés certains proto-langages, certains langages. Et il y a au moins un cas où une femelle chimpanzé a enseigné ses gestes, appris par l'homme, à son petit. Il y a un cas qui a été décrit.
Ok, donc nous allons maintenant parler un petit peu du droit justement des animaux aussi, qui est Oui, aussi, très bien. aussi votre sujet. Est-ce qu'il y avait justement des défenseurs des animaux dans l'Antiquité? Oh, oui, alors l'Antiquité, c'est alors l'Antiquité grecque, gréco-latine, qui est le creuset de notre civilisation avec le judaïsme, le judéo-christianisme. Donc dans l'Antiquité grecque, il y a deux grands courants. Quand on regarde les philosophes, il y a un courant qui s'intéresse pas du tout aux animaux. C'est le courant, je serais tenté de dire, scientifique. Aristote, le père de tout, le père de la biologie et de la philosophie, il ne s'est jamais spécialement intéressé au respect de l'animal. Et puis ça vaut pour Galien, ça vaut pour Hippocrate, pour toute une lignée scientifique et médicale ne s'intéresse pas spécialement au respect de l'animal. Et puis alors à côté de ça, il y a des philosophes, alors il y a Pythagore, mais Pythagore c'est un peu un gourou, il a une position très particulière. Mais par exemple, Plutarque ou Porphyre, qui sont des grands philosophes, ont demandé un respect de l'animal. Alors ici encore, les animaux, les vertébrés, Oui. on va se reclare. Oui. Donc il a demandé un respect de l'animal, alors avec deux types d'arguments, ils ont demandé les l'un ou l'autre, Plutarque et Porphyre, des arguments dépassés aujourd'hui, par exemple, les sacrifices animaux ne plaisent plus aux dieux, bon ça n'a plus de sens aujourd'hui, et puis une série d'arguments diététiques, l'excès de chair carnée n'est pas bonne pour la santé, qui ont rapport avec l'intelligence animale, les animaux ne sont pas aussi bêtes que ce que vous croyez, la preuve, etc. etc. Donc ces philosophes-là ont demandé un respect de l'animal, pas des droits, parce que la notion de droit est une notion moderne, mais ils ont demandé un respect de l'animal avec des termes qui ne seraient pas réfutés par des philosophes contemporains. En d'autres termes, dans l'Antiquité, il y a déjà en filigrane l'opposition qui va se dessiner au XIXe siècle, en Occident, entre les partisans des animaux et du respect de l'animal, et puis ceux qui demandent davantage de science et d'analyse, les chercheurs si vous voulez. Il y a déjà un peu en filigrane cette opposition chez les Grecs. Déjà. Ok. Et justement, quand vous disiez qu'il n'y avait pas de droit à l'Antiquité. Non, alors la notion de droit, c'est une notion juridique qui est moderne. Ok. Ça, donc l'Antiquité et même ensuite, je pense Montaigne par exemple, qui a beaucoup. Montaigne, c'était un philosophe de l'Antiquité dans la Renaissance en fait, qui a énormément défendu l'animal et avec les mêmes arguments que les philosophes de l'Antiquité. Eh bien, tous ces gens-là, y compris Montaigne, ne s'expriment pas en termes de droit. La notion de droit, c'est quelque chose qui est tout attrait à la personne, qui émerge, disons, en Occident vers le XVIIIe siècle. Et donc, l'expression en termes de droit, c'est quelque chose de relativement moderne. Et vous, justement, dans vos sources d'inspiration par rapport à justement ce lien avec les animaux, c'est qui, dans l'histoire, qui vous a le plus inspiré ou qui vous a le plus touché ou qui a dit quelque chose qui résonne vraiment avec... Quels sont les philosophes qui m'ont le plus marqué? Oui. Alors j'ai été marqué, comme j'ai étudié ces gens-là, quand j'ai fait ma thèse de philo qui portait justement sur le respect de l'animal par l'homme, j'ai étudié Plutarque, Porphyre, etc., qui m'ont marqué. J'ai été très marqué par Montaigne, que je considère comme le plus grand philosophe français, personnellement, et aussi très marqué par un philosophe allemand qui s'appelle Schopenhauer, qui a beaucoup écrit lui aussi sur le respect de l'animal. Donc, disons, parmi les philosophes qui m'ont marqué, voici ceux qui, en ce qui concerne le respect de l'animal, m'ont le plus touché. Ok, merci. Et est-ce que justement les droits des animaux, pour en revenir à leurs droits, sont respectés dans le cas des procès et des dénonciations? Alors, actuellement en France, Oui, non, pas assez. Alors, on a des lois. La France est un état de droit, il y a des lois qui sont grosso modo respectées, même si on peut quelquefois trouver que la justice ne les respecte peut-être pas autant qu'il serait souhaitable. C'est le cas justement pour les animaux. Il y a des lois et les punitions qui sont infligées à des tortionnaires d'animaux sont souvent en retrait par rapport à ce qu'avait proposé le législateur. Alors il y a des cas il y a eu un cas récemment où quelqu'un qui avait massacré un chat et qui avait montré ça sur le net. Oui. Donc ça a fait hurler tout le monde et là il y a eu une punition relativement sérieuse. Mais je serais tenté de dire que souvent la justice sur ce point particulier est relativement laxiste par rapport aux possibilités de droit qu'elle aurait de punir les gens. Alors, on peut se demander si c'est la justice en général pour les animaux ou de façon plus générale. C'est un tout autre problème que je ne vais pas débattre ici. Mais sur le plan des animaux, on peut dire que la justice n'utilise pas toutes les possibilités qui seraient en sa mesure pour punir, disons, les gens qui commettent des atrocités sur les animaux. Je crois que ça tient au fait qu'on est un vieux pays post-cartésien. Descartes a beaucoup insisté sur la notion d'animal-machine, donc d'animal-objet.
plus encore que Descartes, qui n'a pas énormément écrit là-dessus, c'est surtout son élève Malebranche, qui a beaucoup insisté sur moi. C'est lui, Malebranche, qui tapait sur des chiens, et quand la pauvre bête hurlait, disait, regardez, c'est comme une horloge qui sonne l'heure. On est encore très influencé par cette tradition, que plutôt que post-cartésienne, comme Malebranche l'a beaucoup développé, moi j'aime bien appeler une tradition plutôt mal branchée. Ah oui, j'aime bien ça. Et est-ce que justement, autour de nous, il y a des pays qui sont moins influencés par oui, alors, Descartes, en gros, les pays du Nord. Okay. Alors pourquoi? Ça c'est très difficile de dire pourquoi. On a dit une tradition plus protestante, moins cartésienne, moins bon. Les pays du nord de l'Europe sont plus sensibles, de façon générale, au respect de l'animal. L'Angleterre a été un petit peu un modèle très longtemps. Et maintenant, grâce à l'Union européenne, les lois européennes sont amenées à influencer la France. Et donc, il y a un certain nombre de lois très pointues sur l'augmentation de la taille des cages dans les élevages, etc., qui nous viennent de l'Europe du Nord, et qui ont un effet favorable ensuite sur la France. Pas surtout. Les abus de la chasse, par exemple, pour l'instant, ne sont pas trop contrebalancés par l'Europe du Nord. Mais dans les pays d'Europe du Nord, il y a davantage de respect de l'animal, et on en bénéficie maintenant grâce aux lois européennes. Sur le plan, par exemple, de l'expérimentation animale, il y a une directive européenne qui s'adresse, alors, soyons clairs, elle s'adresse qu'aux vertébrés et aux pieuvres, aux céphalopodes, pas à tous les animaux. Mais qui vise à protéger dans les laboratoires les animaux, en ce sens qu'un chercheur, maintenant, est contraint par la loi européenne, donc française. Le chercheur n'a plus la liberté de faire tout ce qu'il veut sur l'animal. Ce n'est pas le cas il y a 50 ans. Il y a 50 ans, un chercheur avait le libre arbitre de faire absolument ce qu'il voulait sur l'animal. Ce n'est plus le cas. Il y a cette directive qui oblige à certaines choses. Et un chercheur, alors un exemple que j'aime bien citer, un chercheur, par exemple, n'a pas le droit de torturer un poisson pour le plaisir. Okay. En revanche, dans d'autres secteurs de la société, pour la gastronomie, envoyer une truite vivante dans l'eau bouillante, ça c'est OK. Donc il serait peut-être souhaitable que les autres secteurs de l'utilisation de l'animal dans la société s'alignent un petit peu sur les préceptes un peu stricts de l'expérimentation animale. C'est ça. On considérait vraiment l'animal plus comme une machine. Ouais, exactement. Comme un être sensible. Alors quand on dit être sensible, il faut faire une réserve quand même. Il faut bien préciser qu'il s'agit d'une sensibilité nerveuse. Qui peut, dans certains cas, chez les animaux les plus conscients, conduire à la douleur. J'ai coutume de dire, par exemple, une plante ou une pellicule photo, c'est aussi des êtres sensibles à la lumière. C'est pas de ça qu'il s'agit. Oui. Il s'agit d'une sensibilité de type nerveux. D'accord. Donc de douleur et tout. Qui peut mener à la douleur. Tous les animaux n'ont pas de la douleur. C'est un autre problème. Ça suppose que l'animal ait une certaine conscience. Oui. Alors là, on a l'ambiguïté, c'est qu'on ne sait pas très bien à partir de quel stade certains animaux sont conscients. C'est clair pour les vertébrés et les pieuvres. Et on les appelle souvent maintenant, avec un terme d'origine anglaise, les animaux sentients. Sentients, ça veut dire sensible plus conscient. Oui. Il y a d'autres animaux qui sont clairement non sentients. L'huître, la moule, je pense, par exemple. En revanche, il y a des groupes animaux qui sont un petit peu intermédiaires, où c'est pas clair. Par exemple, les crustacés décapodes, comme le homard ou le crabe, ont probablement une certaine forme de conscience. Donc, ils devraient aussi bénéficier d'une certaine considération, ce qui n'est pas le cas maintenant. Oui. Chez nous, il y a des pays comme l'Allemagne qui ont interdit d'envoyer les crustacés vivants dans l'eau bouillante, par exemple. Il y a des pays qui sont un peu plus en avance que nous, comme l'Allemagne, la Suisse, sur ce point particulier. Comme on ne sait pas, Dans le doute, il vaudrait mieux ne pas maltraiter ces animaux. D'autant que la quasi-totalité des invertébrés s'endorment avec le froid, et donc il serait assez facile, si on voulait bien, d'endormir tous ces animaux avec le froid avant de les utiliser. D'accord. Donc du coup, finalement, le rapport qu'on a avec les animaux est très culturel. Très culturel. Comment est-ce que justement sont considérés les animaux en Asie? Alors en Asie, c'est encore autre chose. Alors d'abord, quelle Asie? Quelle Asie? Puis quelle Asie? Dans quels animaux déjà? Oui, là on va parler des animaux, disons les vertébrés, ceux qui sont le plus sentients. Et puis ça dépend quelle Asie. Ceci dit, ce qu'on peut dire, c'est que dans les grandes traditions religieuses de l'Asie, j'entends le jaïnisme, l'hindouisme, le bouddhisme, il y a beaucoup plus de protection de l'animal. Ce sont des philosophies qui n'excluent pas l'animal du respect. Et par exemple, le bouddhisme considère que le sage doit être respectueux de la douleur autour de lui, vis-à-vis de l'homme, mais aussi vis-à-vis des animaux. Donc, en principe, en Asie, le respect de l'animal est meilleur. Alors, ceci dit, ça, c'est la position des philosophes, des religieux, etc. Quand on regarde le détail, ce qui se passe sur un marché chinois, Florence Burga, qui est une philosophe qui s'intéresse à l'animal, a écrit sur le traitement des animaux en Inde, où elle dit que dans la pratique, c'est pas aussi brillant que ne le voudrait la philosophie ou la religion.
Donc il y a en Asie des préjugés favorables, des présupposés non cartésiens beaucoup plus favorables à l'animal, mais ça ne veut pas dire que l'animal soit aussi respecté que ce que le voudraient les dogmes ou les préjugés religieux. Oui, il y a une différence entre la pratique et voilà, tout à fait. toujours la philosophie. Comme chez nous d'ailleurs. Finalement, oui. Comme chez nous d'ailleurs. Oui. Peu de gens diraient qu'ils veulent que les animaux vivent ce qu'ils voilà, vivent. Voilà, ceci dit, il y a quand même, pour des raisons historiques, religieuses, rituelles, etc., il y a quand même beaucoup plus de végétariens en Inde, par exemple, que chez nous. Oui, oui, c'est vrai. Eh bien, nous allons parler un petit peu maintenant justement des émotions, de l'empathie, des particularités finalement des animaux. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Les animaux ont-ils de l'empathie? Alors, ici encore, il faut dire quels animaux, encore une fois. Oui, toujours, oui. On va se limiter aux vertébrés, pour commencer, les vertébrés. Les vertébrés ont de l'empathie, ont de l'émotion, pour une raison très simple. C'est qu'ils ont tous le même système que nous, qu'on appelle le système limbique, qui est le système qui gère les émotions. Il est fait pour ça. Il est fait pour avoir peur quand on est menacé, pour avoir de la joie, du plaisir dans certains cas. Donc, tous les vertébrés ont un système limbique, et donc tous ils ont des émotions. Alors, ça ne veut pas dire que c'est exactement les mêmes que nous, parce que bien sûr, la qualité des émotions peut être modulée par le cortex, par la cognition, etc. Donc, mais ils ont tous des émotions, et dans un certain nombre de cas, en particulier chez les mammifères, on a mis en évidence non seulement des émotions d'empathie, mais des aptitudes d'altruisme. J'évoquais par exemple des anecdotes tout à l'heure par exemple, d'une lionne qui avait adopté une gazelle ou de jeunes bonobos qui faisaient volter des oiseaux tombés du nid, mais il y a eu des expériences en laboratoire qui sont beaucoup plus concrètes que ça. Par exemple, si vous prenez des singes ou même des rats, ça marche chez les deux types d'animaux, et ils peuvent appuyer sur une pédale pour avoir de la nourriture. Ils sont un peu affamés, ils obtiennent la nourriture en appuyant sur une pédale. Et ils s'aperçoivent que en appuyant sur cette pédale, en même temps, ils délivrent un choc électrique à un congénère qui est à côté. Mais dans les deux cas, ils réduisent leur taux d'appui. Comme si, s'apercevant de ça, ils visaient à moins perturber, à moins punir leurs congénères. Donc ça traduit sur un plan expérimental l'existence d'une certaine empathie envers le congénère. Et ça, ils l'ont fait chez les rats aussi. Ça s'est fait chez les rats aussi. De la même manière. De la même manière, tout à fait. Et donc les animaux sont aussi altruistes? Alors ça, c'est une forme d'altruisme. Oui. Alors maintenant, des anecdotes d'altruisme, il y en a beaucoup, hein, entre les animaux, même entre les animaux et l'homme. Mais ça devient de l'anecdote, mais il y en a tellement que, des dauphins qui ont un petit qui est malade, qui l'ont amené à un bateau, etc. Il y a eu des cas, il y a des anecdotes, il y en a énormément. Oui. Donc alors, les scientifiques diront ces anecdotes, mais enfin, quand il y a un tel corpus, ça démontre quelque chose quand même. Donc il y a de l'altruisme chez l'animal, bien entendu, tout à fait. Et justement, on parlait tout à l'heure de l'importance du jeu chez les humains, donc de l'aspect juvénile. Quelle est l'importance aussi du jeu chez les animaux? Et est-ce que justement c'est un des modes d'apprentissage? Alors oui, le jeu chez l'animal est un mode d'apprentissage tout à fait des conduites de l'adulte, mais aussi certainement des relations émotionnelles. On ne le connaît pas très bien, ça n'a pas été étudié énormément, mais oui, le jeu c'est un mode de fonctionnement chez la plupart des mammifères pour qu'ils apprennent de leurs parents ou en jouant entre eux ce que sera leur vie ultérieure. D'ailleurs, ça explique pourquoi il est toujours très difficile de remettre certains animaux qui ont été capturés jeunes dans la nature, parce qu'ils n'ont pas appris avec leurs parents ou par le jeu les comportements nécessaires à leur survie. Donc voilà. Oui, c'est vrai. Et donc du coup, si par exemple nous on prenait plus le temps aussi de jouer, les enfants on leur laissait plus le temps de jouer même à l'école, ce serait quelque chose d'intéressant aussi. Alors c'est ce que disent les psychologues, là c'est encore un autre problème, les psychologues disent qu'on ne joue pas assez, tout à fait. Okay, oui. Et alors ça pose la question de savoir si il faut jouer concrètement avec des collègues ou avec des congénères, ou si le jeu sur l'ordinateur peut remplacer ça. Alors c'est un tout autre problème là, sur lequel je ne vais pas amener à vous répondre. Le jeu, ça me fait penser à une autre chose. Le jeu, ça va souvent avec un aspect agréable, plaisant, la joie. Oui. Quand on joue, Et alors, il y a eu des travaux récents qui ont montré l'existence de rire chez des espèces inattendues. Bon, l'homme rit, les singes rient comme nous. Un singe, on reconnaît, il a le même rire que nous, il est proche de nous. Les gens qui ont des chiens montrent, quand un chien est heureux, il y a une forme d'expression gutturale qui ressemble beaucoup à un rire. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est que Panksepp a montré l'existence récemment de rire chez les rats. Alors les rats, ils ne rient pas de façon sonore, ils rient dans les ultrasons, donc vous ne les entendez pas. Mais si vous avez l'idée de brancher un microphone, là vous constatez que les rats rigolent. Quand vous les chatouillez, ils rigolent tout le temps. Et alors c'est ça qui me fait penser, c'est le jeu. Les jeunes ratons rient beaucoup entre eux quand ils jouent,
Et Panksepp et son équipe ont montré que ceux des ractons qui rient le plus sont préférés comme camarades de jeu. Voilà. Si je peux ajouter aussi, montrant un peu ce que fait l'éthologie moderne, qui se développe beaucoup, le rire chez les rats a permis l'analyse du comportement des rats, montrant qu'il y avait différents types de caractères chez les rats, et il y a notamment qu'il y avait des rats optimistes et des rats pessimistes. Alors je vous dis en 2 mots comment ça se passe. Vous avez une première ambiance sonore, et l'appui sur un levier, A, permet à l'animal d'obtenir une récompense. S'il appuie là, il a une récompense. Une autre ambiance sonore, différente. Un autre levier qui lui permet d'éviter une punition. Si vous appuyez sur ce levier, vous évitez un choc électrique. Donc, une ambiance sonore, un levier, obtient une récompense. Une ambiance sonore, un autre levier, vous évitez une punition. Vous rapprochez les 2 ambiances sonores. Vous avez une ambiance qui n'est plus distincte. On ne sait plus si c'est la première ou la deuxième. Qu'est-ce que vont faire les rats? Alors, on distingue des rats gros rieurs et des rats peu rieurs. Les rats gros rieurs, dans cette ambiance ambiguë, ils vont appuyer sur le premier levier. Oh là là, c'est ambigu, je vais avoir une récompense. Ils sont optimistes. Les rats peu rieurs, dans la même ambiance ambiguë, ils vont appuyer sur l'autre levier. Ils vont dire, je vais éviter une punition. Ils sont pessimistes. Ça, c'est vrai que c'est nouveau. Ouais, mais il y a beaucoup de choses dans l'éthologie. L'éthologie moderne se développe extrêmement rapidement, trouve des choses extraordinaires qu'on n'avait pas pensé il y a longtemps, comme le fait par exemple que les éléphants ont une oreille sous la plante des pieds. Pas une oreille comme la nôtre, mais qui sont capables de repérer les grandes vibrations par la plante des pieds, communiquer probablement sur des longues distances entre eux grâce à ça, et peut-être dans certains cas prévoir des tremblements de terre grâce à ça aussi. Donc l'éthologie des vertébrés évolue très vite, et tous les ans on trouve des choses extraordinaires. Et sur un autre finalement sujet, mais pourquoi est-ce qu'on considère davantage les animaux en tant qu'espèce plutôt qu'en tant qu'individu? On considère les deux. Les animaux sauvages. Non, on considère les deux. Il faut les deux. C'est pas la même façon de voir les choses. La considération des animaux en tant qu'espèce ou en tant que population, c'est une considération écologique, qui cherche à préserver le groupe. La considération des animaux en tant qu'individu, c'est une conception animalière qui vise à préserver l'animal contre une douleur personnelle. Les deux sont légitimes. Alors, quelquefois, les deux points de vue se rejoignent. Par exemple, dans le massacre des tourterelles, on va trouver des militants écologistes et des militants animalistes. Mais c'est quand même pas tout à fait le même point de vue. Mais il y a les deux, il faut les deux. C'est un point de vue écologique d'un côté et animaliste de l'autre. Et pourquoi est-ce que justement les êtres qui vivent en groupe montreraient davantage de preuves d'intelligence? Alors, parce que le fait d'être en groupe, alors, de preuves d'intelligence, encore, oui, je pense encore ça dépend de quelle preuve d'intelligence, mais le fait d'être en groupe suppose des communications entre les groupes, et donc il faut développer ces communications, il faut être capable de, et donc ça fait, entre guillemets, travailler le cerveau, et en général, les êtres qui vivent en groupe sont plus intelligents à cause de ça. Ça donne un mode de fonctionnement comportemental qui suppose plus de communication, plus d'interaction, et donc plus de travail des neurones, si j'ose dire. Et ben on va parler maintenant un petit peu justement d'instinct, même si vous me disiez que c'est un mot qui aujourd'hui... oui, on parle plus beaucoup d'instinct parce que c'est un terme ambigu. Qu'est-ce que c'est que l'instinct? Maintenant, on préfère dire quelque chose est proche des gènes, on dira inné, ou assez loin des gènes, on dira acquis. Le terme d'instinct n'est plus du tout un terme utilisé en biologie, mais bon... On parle plutôt d'inné et d'acquis aujourd'hui. On parle plutôt d'inné et d'acquis, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc qu'est-ce qu'il y aurait comme différence entre les aptitudes émotionnelles des humains et celles des animaux? A priori aucune, sauf que l'homme ne les développe pas assez, mais a priori c'est les mêmes. Je veux dire que si on s'attache à des animaux proches de nous, un chien, un chimpanzé, les aptitudes émotionnelles sont les mêmes. Moi j'ai vécu une année avec des chimpanzés, on a des relations comme avec un enfant, ils vous font des farces, etc. etc. Donc non, c'est les mêmes. Sauf que l'homme, pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, parce qu'il est super intellectuel, dans sa société, il vise à développer davantage les aspects cognitifs et intellectuels, et à mon avis, pas assez les aspects émotionnels, mais c'est la même émotion. D'ailleurs, c'est les mêmes organes. Oui. Et comment est-ce qu'on pourrait justement les développer davantage, toutes ces aptitudes émotionnelles? Il n'y a qu'une façon, c'est l'éducation. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il faudrait développer davantage d'éducation, davantage dans les écoles, les cours d'éducation civique et morale, avec peut-être une extension animalière qu'il n'y avait pas dans le passé. Là, on retrouve un petit peu quelque chose qu'on avait dit tout à l'heure. Tout à fait. Et ben oui, ça on a déjà vu tout ça finalement. Alors là justement on va parler un petit peu de comment est-ce qu'on pourrait améliorer les choses finalement pour les animaux.
Comment est-ce qu'elle se passe aujourd'hui, la recherche médicale sur les animaux, et comment est-ce qu'on pourrait continuer d'améliorer les choses? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, en Europe, on est soumis à une directive européenne qui est assez stricte, qui dit en gros qu'il ne faut pas faire souffrir les animaux inutilement. Ça ne veut pas dire que ce soit agréable pour les animaux dans les laboratoires toujours, mais il y a quand même un certain nombre de contraintes. Alors, comment est-ce qu'on pourrait améliorer les choses? D'abord, il y a une grande philosophie de la recherche actuellement qui est ce qu'on appelle la loi des 3 R, qui est Reduce, Replace, Refine. Réduire le nombre d'animaux utilisés, remplacer les expériences qui pourraient être ennuyeuses pour l'animal ou désagréables par des expériences plus soft, et raffiner les protocoles pour arriver à améliorer les choses, réduire le nombre d'animaux, etc. Donc c'est les 3 R. On rajoute même quelquefois un 4e qui est la réhabilitation, c'est-à-dire de récupérer les animaux qui ont servi dans les laboratoires pour leur donner une vieillesse agréable. Ça c'est possible pour les gros animaux, hein. Les chats, les chiens, s'il y en a, il n'y a plus beaucoup de chats-chiens dans la recherche. Pour les rats et les souris, ils sont tellement nombreux que je ne vois pas comment on peut les réhabiliter en tant que tels. Donc il y a ces 3 ou 4 R qui sont l'idée générale vers laquelle devrait progresser la recherche scientifique. Maintenant, si vous voulez, mon avis à moi sur ce qu'on peut améliorer, déjà, d'abord la directive européenne, elle n'est pas parfaite. Elle protège les vertébrés et les pieuvres, les embryons de vertébrés, mais pas tous. Les mammifères sont protégés dans le dernier tiers de la gestation, parce qu'ils sont relativement sensibles, mais les oiseaux ne sont pas protégés dans le dernier tiers de la genèse dans l'œuf. Or, un corbeau presque né, c'est aussi sensible et intelligent qu'un rat presque né. Donc là, il y a une insuffisance. Et puis alors, de façon générale aussi, cette directive ne s'intéresse que exclusivement aux vertébrés et aux mollusques céphalopodes comme la pieuvre et la seiche. C'est déjà très bien. Mais on a vu tout à l'heure que certains animaux comme les décapodes, comme les homards, les crabes, mériteraient sans doute davantage de protection. Eux ne sont pas protégés du tout. Donc je pense qu'il y a encore des choses à améliorer. C'est difficile de dire ce qu'on pourrait faire parce que je ne crois pas à la thèse des gens qui disent qu'il faut supprimer la recherche scientifique tout de suite. C'est pas sérieux. Si on veut développer des médicaments, il faut la maintenir, malheureusement, je suis tenté de dire. Donc il faut petit à petit arriver à l'améliorer. Et donc, réduire le nombre d'animaux, on est arrivé déjà à réduire, il y a eu un progrès net dans la réduction, et maintenant on est stabilisé, on ne bouge plus beaucoup. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'il faudrait faire. Je pense que ça peut se faire si les scientifiques s'y intéressent. Maintenant, il y a un certain nombre c'est pas la majorité, hein, mais je pense qu'il y a un certain nombre de scientifiques qui s'intéressent à ces questions, et ça c'est bien, parce que s'ils s'intéressent eux-mêmes, ils vont amener à progresser. Et puis, par exemple, pour le développement de techniques de remplacement, par exemple. Il y a des cas où on peut imaginer de remplacer la recherche d'animaux entiers par d'autres choses, par des cellules, etc. etc. C'est pas possible toujours, hein. Il y a des cas où c'est pas possible. Mais quand c'est possible, il faudrait encourager cela davantage. Or, les encouragements dans l'état actuel des choses, il y a par exemple la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences, avec laquelle je milite, donne tous les 2 ans un prix Kastler, du nom du prix Nobel Kastler, qui a été un de nos présidents, qui s'intéresse à ces questions, qui vise à récompenser une technique qui permettrait justement d'éviter l'animal entier et de le remplacer par quelque chose de plus soft. Eh bien, on fait ça, mais nous sommes une association privée. Il serait bien que les pouvoirs publics s'intéressent à ça et développent également, encouragent également ce type de recherche. Donc, si vous voulez, pour répondre à votre question, je ne pense pas qu'on puisse supprimer l'expérimentation du jour au lendemain. Je pense qu'il y a déjà eu des progrès, mais que ceci pourrait être encore accru s'il y avait une volonté politique plus forte. Et remplacé par quelque chose de plus technologique aussi, ce serait... Alors, c'est possible dans certains cas. Par exemple, dans certains cas, on peut imaginer remplacer, par exemple, un animal entier par une structure cellulaire, par une analyse sur ordinateur. C'est pas possible pour tout. Dès qu'on fait appel à quelque chose qui touche l'animal entier, par exemple, je prends un exemple que j'aime bien citer, par exemple, puisque moi je suis pharmacologue, un chimiste vous propose une molécule qui fait dormir. Si vous voulez l'essayer, vous ne pouvez pas faire dormir une cellule. Donc il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on ne peut pas remplacer, dans l'état actuel des choses, l'animal entier. Ok. Et comment est-ce qu'on pourrait justement percer, on va dire, à jour les valeurs des animaux sans être anthropocentré? Alors ça, c'est le but de la science. La science vise à ne pas être anthropocentrée. C'est pour ça que quand j'ai parlé de l'anecdote tout à l'heure, les scientifiques diront, mais les anecdotes, c'est très anthropocentré. Donc on veut une expérience rigoureuse. Alors la science, en principe, elle est rigoureuse. Ceci dit, maintenant qu'on s'aperçoit que dans beaucoup de cas, l'animal fonctionne comme nous, pense comme nous, a des émotions comme nous, la tendance à avoir une impression anthropomorphique, elle est quand même assez forte. Donc il faut justement que le scientifique sache se maintenir à la fois
proche de l'animal en montrant qu'il est proche de lui à certains égards, mais assez loin quand même pour considérer que c'est pas l'équivalent d'un petit homme. C'est pas simple. Ça, c'est un problème non plus moral, mais épistémologique, auquel sont soumis les scientifiques, bien sûr. Et justement, est-ce que du coup, l'homme pourrait comprendre l'animal? Est-ce que l'homme peut comprendre les autres Alors, animaux? il peut comprendre en partie. Ouais. Il peut comprendre en partie. Alors, plus il est proche de lui, je suis en train de dire. Un chimpanzé, moi j'ai vécu de chimpanzé, encore une fois, un chimpanzé, il se comporte comme vous quand il est colère, etc. Alors, il parle pas, quand même, hein, il parle pas, mais il se comporte comme un enfant. Hein. Plus on s'éloigne, plus c'est difficile. Comprendre le comportement d'un poisson, par exemple, il y a des poissons très, très fidèles, par exemple, les raies, par exemple, quand on va les voir 3 ans après, reviennent vous voir, etc. Il y a des cas, c'est difficile, parce qu'ils ont un comportement différent du nôtre. Plus on s'éloigne, et plus on est loin, plus c'est difficile. Pour les céphalopodes, comme ils sont quand même assez proches de nous, sur le plan comportemental, c'est un autre groupe, mais on peut montrer qu'il y a des comportements d'attachement, des choses comme ça, par exemple. On ne sait pas tout sur les céphalopodes. Par exemple, il y a des tas d'études actuellement qui essaient de voir quelles sont leurs émotions. Est-ce que les changements de couleur, c'est vraiment des émotions? Tout ça est à l'étude, ça n'a pas été encore vraiment prouvé. Et plus on s'éloigne de nous, plus c'est difficile de percevoir le comportement de l'animal. Il y a des livres qui ont été écrits, par exemple, un livre célèbre qui dit qu'est-ce que c'est d'être une chauve-souris. Il est clair que, pour l'auteur, que la chauve-souris, elle perçoit le monde avec des échos, etc. Nous n'aurons jamais cet aspect existentiel, on n'aura jamais le vécu existentiel de la chauve-souris. Donc plus on s'éloigne, plus le vécu existentiel va nous échapper. On peut comprendre ce que fait l'animal. Maintenant, partager son vécu existentiel et émotionnel, plus il est loin, plus ce sera difficile. C'est clair. Et comment est-ce que justement l'humain pourrait se reconnecter à son animalité? Alors, c'est ce que j'évoquais en début de propos, dans mon livre. Il pourrait se reconnecter davantage en vivant davantage ses émotions. D'ailleurs, c'est ce que font les animaux, c'est ce que font les hommes qui sont attachés à un chien ou à un chat. La connexion affective, elle est due au fait que l'un et l'autre ont une bonne connexion affective. Et moi, je connais mieux j'ai vécu avec des chats, donc je connais mieux les chats que les chiens. Mais la relation affective avec un chat, elle est très très forte. On participe de la même émotion et on se rattache à la même émotion. Donc, comment l'homme pourrait faire? Eh bien, en retrouvant ses émotions animales. C'est le thème de mon livre, Sauver l'homme par l'animal. C'est que je pense qu'en retrouvant nos émotions animales, donc davantage d'empathie, davantage d'altruisme, il ne s'agit pas de faire de l'homme, de faire retourner l'homme à l'état de chimpanzé, c'est pas le but visé. Il garde son intelligence, mais en retrouvant ses émotions, en les développant, ses émotions animales, cet altruisme animal qu'il a en lui, l'homme serait meilleur, je pense, pour les animaux, mais aussi peut-être entre les êtres humains qui en ont besoin aussi. Merci beaucoup. C'était notre dernière question. Comment les animaux peuvent nous rendre finalement plus humains aussi? Et c'est d'ailleurs le sujet de votre dernier ouvrage. Donc merci beaucoup merci de m'avoir invité. Pour cette interview fort inspirante et hyper intéressante et surtout très très riche. Et donc voilà. Donc il y a ce livre pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, Sauver l'homme par l'animal, pour discuter encore plus de comment est-ce que justement les animaux peuvent nous rendre plus humains. Merci. Merci.